Mm. La langue latine s'est formalisée déjà dans un rapport étatico-commercial, alors qu'il y a une langue grecque d'avant. La langue grecque d'avant, elle dit que la vérité s'appelle aletheia. Mm. Aletheia en grec, c'est a, le privatif. Letheia. Letheia, c'est le vêtir, c'est le voilé, c'est le déguisé. Autrement dit, les Grecs archaïques avaient compris que la vérité est un mouvement négatif, quasiment hegelien, de négation du voilé. Donc, quand Guillaume parle, quand Francis parle, quand Lucien parle, quand Brigitte parle, au début du fétichisme de la marchandise de notre histoire, on est déjà dans un voilé. Mm. Donc, quand on dit vous singez, ça veut dire que quand je parle, je suis obligé de reproduire, je singe le monde. Je le singe sous une forme donnée ou une forme contre-donnée. Mais le passage à la transparence radicale, c'est la chose la plus difficile qui soit parce que ça implique de casser le voilé. Donc, l'aliénation, c'est le voilé du monde. Mm. Mais quand j'entre dans la désaliénation, c'est ce que dit Marx et c'est ce que dit Debord, il y a le spectacle critique et il y a la critique du spectacle. La critique du spectacle, elle passe souvent dans des spectacles intermédiaires qui sont des spectacles critiques. Vous avez des gens qui vont avoir pour identité de faire de la fausse critique. Mm. Donc, avant d'arriver à la critique radicale du spectacle, il y a un spectacle mensonger de travestir. Et si vous voulez, ça permettra de reposer la question du sexe, de l'érotisme, de la conscience, de la vérité. Tant que je suis travesti en le fétiche de la marchandise, je ne suis pas dans ma vraie respiration. Ma conscience est séparée de ma conscience est séparée de mon corps est séparé de sa volupté, et tout ça fonctionne dans des fétichisations successives. Donc c'est pas vous, ce jour-là, qui êtes pris en défaut. C'est nous tous qui sont absorbés par le fétiche. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc ce qui sera intéressant, c'est de poser la question à tous les membres d'Ofebung, c'est-à-dire qu'en l'état actuel des choses, est-ce que notre groupe, c'est un groupe d'errance avec un supplément d'âme, parce qu'on a des prétentions narcissiques à la critique, mais finalement, on est comme des joueurs de pétanque, on est comme des buveurs de Ricard, simplement, nous, on a mis un supplément d'âme à notre rencontre en le voilement de l'essence. Ouais, ouais. Parce qu'on est au-delà. Bah, je pense qu'on est en tendance parce que tout le monde, je pense, veut aller au-delà. Parce qu'on voit, on a bien vu pendant un moment les limites de se rencontrer juste pour se voir et passer le temps. Bien C'est-à-dire que sûr. là, il y a une volonté de tout le monde d'aller dans les creusements intimes de ce qui nous fait problème. Et par contre, quand il y avait des questions vraies, comme par exemple, parce que vu que c'était des questions qui ricochaient entre tout le monde, qu'est-ce que la vraie sexualité? Qu'est-ce que l'amour vrai? Qu'est-ce que... Et par exemple, j'ai dit que moi, ça faisait un an que j'avais pas eu de relation sexuelle et que je voulais surtout pas avoir de relations sexuelles machiniques sur les sites de rencontres. Et du coup, j'ai dit, bah, effectivement, ça me travaille et ça me manque, mais je veux pas tomber là-dedans, quoi. Et il y a un qui m'a dit, bah ouais, mais il dit, faut pas se priver de ces choses-là, il faut quand même avoir un contact charnel, parce que c'est quand même une rencontre, malgré tout. Enfin, Alors là, si vous voulez, là, il y a un hiatus. C'est-à-dire que, comme nous l'a appris en pédoc, il y a la vraie chair et la fausse chair. mm, Si j'ai une rencontre charnelle, qui n'est que charnelle, elle n'est même pas charnelle. mm, Parce que le charnel, il y a le vrai, il y a le faux. Si j'ai un contact sexuel et que j'éjacule en un bout de viande, c'est pas un contact charnel. C'est un contact fétichiste au chaud de la viande. mm, Le vrai charnel implique une dimension de conscience, d'émotion et de tendresse. Moi, j'ai des patients qui vont voir des prostituées, qui vont dans des clubs, dans des trucs, et
qui ont voulu arrêter, on a entrepris une analyse philosophique là-dessus, et ils me disent, mais finalement, il ne faut pas confondre le charnel et le beefsteak. Ouais. Quand je pénètre un beefsteak, je ne pénètre pas une entité humaine. Donc, il faut redonner au sens charnel toute sa dimension. Quand Amine vous dit « Ah ben j'ai besoin de contact charnel », il faudrait définir ce qu'est le vrai charnel. Ouais, effectivement. Mais après, il y a eu ce que je vous ai écrit dans le mail hier. Il y a toute cette question, parce que effectivement, je ne suis pas en mesure de pouvoir répondre à ces questions-là. C'est-à-dire que euh, il y avait la question du est-ce que c'est possible d'avoir un rapport érotique au monde et aux choses quand on n'a pas au quotidien justement le partage amoureux et érotique, quoi, enfin, avec la personne avec laquelle on vit. Oui, mais là, il faut poser une question, objective par rapport à la matérialité concrète du mode de production, et il faut rapporter ça à la domination réelle. Plus je suis dans la domination réelle achevée, plus je suis dans la domination réelle du fétichisme achevé. Nos parents et nos grands-parents avaient quelque part 10 fois plus de chances de rencontrer l'âme et le corps frère ou le corps sœur. Parce que la désintégration affective de la domination réelle n'avait pas produit tous les ravages. Vous vivez et je vis dans le temps de l'absolue réalisation du fétichisme de la marchandise. C'est une chance immense parce que la période qui va s'ouvrir est celle du renversement. Mais c'est en même temps une expérience tragique parce que c'est en même temps, et c'est pour ça que c'est les deux, c'est en même temps le temps où il y a de moins en moins d'humains. Ouais, d'accord. On est contraint, de par l'histoire du développement des forces productives de l'aliénation, à prendre conscience que dans les années 70, dans les années 80, on était quelques dizaines à maintenir une position de radicalité absolue. Et tout s'est défait. Mais dans les années 20, dans les années 30, vous aviez des groupes qui comprenaient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Le KAPD en Allemagne dans les années 20, il y a pratiquement 1 million d'adhérents. Ils sont 1 million, il y a le KPD stalinien, mais il y a le KAPD qui est pour les conseils ouvriers, pour l'abolition du salariat, pour l'abolition de l'État. Il y a 1 million de mecs là-dedans. Aujourd'hui, on est quelques dizaines, par-ci, par-là, à ouvrir des chemins, à désigner la radicalité. Mais on est dans le temps du fétichisme de la marchandise accompli. Alors, c'est pas simplement le fétichisme de la marchandise accompli au sens où quand les gens regardent leur télé, ils ont un mal fou à comprendre la manipulation monétaire et la manipulation terroriste. C'est qu'aujourd'hui, la chose la plus importante qui est Eros est complètement colonisée par Thanatos. Le grand conflit qu'Empédocle a cadré au 5e siècle avant Jésus-Christ, que Hegel reprend et que Marx reprend dans les manuscrits de 44, c'est que le thanatisme de la marchandise a complètement mangé l'éros. Donc, si autour de vous, vous trouvez 1, 2, 3, c'est déjà gigantesque. Parce que tout autour de nous, c'est la grande asphyxie du monde. Oui, bien sûr. Mais donc, il faut relativiser cette difficulté. D'accord, ouais. Mais au quotidien, du coup, c'est quand même... ça s'apparente un peu à un combat pour trouver l'équilibre jouissif. Moi j'ai des tas de... Parmi ce matin, donc, j'avais une patiente qui n'a pas de relation sexuelle. C'est une très belle femme. Hein. Elle n'a pas de relation sexuelle depuis 4-5 ans. Alors, ça la démange au sens ontologique. Ça la démange pas au sens gesticulation copulatoire. Ouais. Mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour avoir des... Mais le problème, c'est qu'elle me dit, je ne veux plus, il faut comprendre, alors là on a fait un travail sur Hegel, c'est que la certitude sensible et la certitude du sensible, c'est le sensible de la certitude de la dignité du sensible. Donc elle me dit, mon corps a une dignité,
mon âme a une dignité, j'ai un rapport historique de subversion au monde qui a une dignité. Je ne veux pas avoir de rapport sexuel simplement parce que c'est une hygiène corporelle, même si quelque part ça me démange biologiquement. Je veux, elle a eu plein d'expériences et ça s'est toujours terminé mal. Ouais. Donc elle me dit, cette fois-ci, j'ai conscience de l'ontologie de mon corps, j'attends de rencontrer quelqu'un avec qui il y aura effectivement un équilibre de véritable harmonie, mais je ne veux pas pour une soirée complètement illusoire de paradis artificiel délirant repartir quelque part dans cette prostitution universelle. Mmh. Moi j'ai plein de gens qui n'ont plus de rapport sexuel depuis 4 ans, depuis 5 ans. J'ai même un patient qui doit avoir 25 ans et qui n'a jamais eu de rapport sexuel. D'accord. Mais pas parce qu'il est moche. Il a eu des tas d'occasions. Mais il a un tel désir de sexualité. Il n'a pas une non-sexualité parce qu'il est éteint. Il a un véritable désir de sexualité, mais il me dit, mais avec qui? Ouais. Je vais aller avec n'importe qui parce qu'il faut y aller. Ouais, c'est ça. Et donc, moi, je me rends compte qu'il y a, par rapport à alors, il y a le sexe machinique débile, des rencontres de viande. Il y a le sexe robotique sur écran, internet, la pornographie du capital télématique. Mais il y a aussi plein de gens qui sont en retrait parce qu'ils ont une telle soif d'authenticité qu'ils veulent ni de l'un ni de l'autre. Mmh. Ouais, mais au quotidien, si vous voulez, quand on rencontre des gens qui sont en questionnement quant à la possibilité de jouissance, c'est parce que si vous voulez, en fait, l'absence de possibilité de fusion à l'autre fait aussi naître quelque part des frustrations et de la colère. C'est normal. Mais du coup, comment on peut la faire partir positivement? Parce que la colère, c'est pas très très positif en fait. Le problème, si vous voulez, c'est que s'il y a de la colère, s'il y a de la rage, c'est qu'il existe une distorsion, un décalage entre la compréhension objective de votre cérébralité et la compréhension objective de votre éros. Vous vivez la contradiction de deux temporalités. Il y a votre en-soi biologique et il y a votre pour-soi historique. Le problème, c'est que notre en-soi biologique n'est pas un en-soi biologique animal. C'est un en-soi biologique humain. Il est donc doté d'histoire et c'est pour ça que la conscience historique du pour-soi se retrouve dans un biologique qui doit être aussi un pour-soi. On a une naturalité animale, mais à un moment donné, dans le développement de l'histoire des espèces, notre animalité a franchi un seuil et nous sommes toujours un animal, mais nous sommes, dit Hegel, devenus un animal supérieur. On n'est pas un animal supérieur au sens où narcissiquement on décrète qu'on est supérieur aux autres. C'est l'échelle de la progression biologique du devenir des espèces qui fait que nous sommes dotés d'un supplément substantiel d'essence biologique, puisque tous les animaux n'ont qu'un instinct, alors que l'homme a une conscience de l'instinct et un instinct en conscience. Hegel dit l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. La conscience historique, ça ne doit pas être une conscience de l'histoire. C'est la conscience de la naturalité érotique qui saisit sa destination de certitude historique. Donc il n'y a pas d'opposition entre le sexe et la conscience. La conscience est sexuelle et le sexe est conscient. Sauf que dans l'aliénation du fétichisme, on vit l'ordre du séparé. Donc le fétichisme de la marchandise fonctionne sur la séparation du sexe et de la conscience. Moi j'ai des patients par exemple qui au bout d'un certain nombre d'années ont des relations sexuelles avec leur conjoint, mais par transmutation onirique. J'avais une patiente qui pensait régulièrement, quand elle avait un rapport sexuel à son mari, à un collègue de bureau. Parce que son mari la dégoûtait, elle en avait ras-le-bol, elle ne pouvait plus. Donc pour codifier le faire semblant et pour pouvoir avoir des déclics, elle fantasmait que la relation qu'elle avait avec Lucien, elle avait eu avec Robert. Ouais.
Donc il y avait une complète autonomisation. Donc si vous voulez, on vit dans l'ordre du séparé. La division du travail entre ville et campagne, la division du travail entre la tête et les jambes, la division du travail entre le sexe et la tête, la division du travail entre la tendresse et l'orgasme. Le capital a tout éclaté. Mais du coup, comment faire pour rapprocher les deux au niveau... Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas les rapprocher. Ça ne peut pas être une mécanique d'agencement. C'est une sublimation de l'automouvement et c'est immanent. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez élucider, c'est-à-dire que vous allez enfin retirer tous les voiles qui vous voilent à vous-même. Et parce que vous allez dévoiler ce qui vous voile à vous-même, vous allez vous réunifier. Et c'est parce que vous allez vous réunifier qu'il n'y aura pas à droite le sexe, à gauche la conscience, là-bas les pieds, ici les mains. Il y aura une unité harmonique. Le tout est le vrai, le tout de votre existence est le vrai de votre existence, et vous ne pouvez trouver la vérité du jouir que dans la vérité de la conscience, de la réunification effective de l'existence. Et l'existence réunifiée, elle n'est ni sexuelle d'un côté, ni historique de l'autre, elle est la compréhension que notre sexualité est historique en lettres génériques. Alors le problème, c'est qu'on nous a appris le désapprendre de ça. On nous a appris le désapprendre de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, l'orgasme, comme volupté radicale, c'est une tempête historique qui produit l'infini. Et moi, je vois que tous mes chercheurs d'orgasme sont aux antipodes de l'orgasme de l'infini. C'est-à-dire que c'est des éjaculations minables. Toujours minables. Ouais. Et donc, à un moment donné, ils ont la compréhension radicale de cet aspect totalement minable de l'éjaculation mécanique que le capital nous produit comme trajectoire obligée. Ouais. Mais pourtant, enfin, je veux dire, on a des besoins matériels. Si on n'a pas de relation à l'autre, ça va être la masturbation, par exemple. Oui, mais alors, moi, ma patiente, elle me dit « Ah bah moi, je préfère me masturber tout seul en pensant au prince charmant que de me masturber à deux avec une épave mentale. » Ouais. Mais c'est vrai ce qu'elle dit. Ouais, mais si vous voulez, quand il y a la masturbation, il y a surtout le réflexe de se référer à ce qu'on a déjà connu avant, en fait. Oui, mais alors justement, il faut qu'elle soit radicalement différente et elle-même révolutionnaire. Elle ne peut pas être la dernière métastase des histoires glauques, des aliénations antérieures. Ça doit être précisément, si vous voulez, elle. Bon, alors on en parle, on ne rentre pas dans le détail du détail, puisqu'on conceptualise un rapport phénoménologique. Donc elle ne me raconte pas toutes les manières dont elle le fait. Mais je vois bien que dans ce qu'elle m'explique, parce qu'elle a des besoins considérables, mais dans les activités masturbatrices qui sont les siennes, elle ne refantasme pas ce qu'elle a vécu, qu'elle justement elle est en train de fuir. Oui, bien sûr. Elle anticipe quelque part l'exact inverse, puisqu'elle elle a toujours fini par se rendre compte que les bons hommes avec qui elle étaient des pauvres types lamentables et qu'il n'y avait rien de vibratoire au sens existentiel du terme. Donc, elle ne peut pas fantasmer là-dessus. Ouais. Alors, le problème, après, il faut creuser les spécificités masculines et féminines. C'est-à-dire que, là encore, la sexualité masculine et la sexualité féminine, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, elles renvoient à la grande coupure historique, paléolithique, néolithique, matriarcat, patriarcat. La sexualité féminine, elle s'est développée dans le champ du matriarcat, qui ne veut pas dire pouvoir des femmes. Arché, c'est le principe. Le matriarcat n'est pas le temps du pouvoir des femmes,
c'est le temps où le principe générateur de reproduction du groupe est la femme, parce que la richesse du groupe de chasseurs-cueilleurs en mouvement, c'est le ventre de la femme qui reproduit l'espèce du groupe générique en mouvement. Donc, étant donné que la période matriarcale était structurée là-dessus, et qu'il n'y avait pas de prédation, la sexualité féminine s'est construite sur un vecteur qui est beaucoup plus tendre. Mmh. Le patriarcat, lui, s'est construit autour de la richesse du fameux pécus, le troupeau qui a donné pécunia l'argent. C'est-à-dire que le pouvoir néolithique des hommes, c'est la prédation et l'organisation des troupeaux. Moi, je vois que quand les hommes et les femmes me racontent leur sexualité, elle n'est pas la même. Mais que l'homme soit homosexuel ou hétérosexuel, que la femme soit homosexuelle ou hétérosexuelle. La femme a une dimension qui n'a pas été détruite par le patriarcat et qui subsiste, c'est-à-dire que la dimension tendresse de la relation sexuelle est beaucoup plus forte. Mmh. J'ai des patients homosexuels, masculins et féminins. J'ai des patients homosexuels qui allaient dans des bois, des fourrés, dans un rapport sexuel violent, rapide. C'est impossible chez les femmes homosexuelles femmes. Mmh. Si vous voulez, si je prends les homosexuels hommes, il y a du cru radicalement non tendre. Ouais. Alors, il peut y en avoir à la marge chez les femmes homosexuelles, mais c'est pas leur substrat. Ouais, bien sûr. Bon, moi, j'ai un patient qui va dans les Yvelines, il m'a raconté, ça doit être derrière Bois d'Arcy ou je sais pas quoi, il y a un bois, puis il y a plein de bagnoles qui stationnent, et les mecs vont se monter les uns sur les autres, mais dans quelque chose de très très cru. Ouais. C'est inimaginable dans une relation homosexuelle féminine. Il n'y a pas des bois où il y a des femmes qui vont se sauter dessus. Donc, ça signifie donc qu'il y a une formalisation historique qui, dans le cadre du fétichisme de la marchandise en mouvement et de la valeur d'échange des sexes, qui, sur le marché des échanges, se mettent en mouvement, il y a déjà une opposition très forte là entre ce qu'est une demande féminine et ce qu'est une demande masculine. Ouais. Alors après, il y a des hommes tendres et il y a des femmes pas tendres, si vous voulez. Il y a toutes les articulations possibles à la marge. Mais je parle du substrat premier. Mmh. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Pour avoir vécu les deux, je sais que c'est exactement ça. Mais le truc, c'est que j'en discute avec des amis, et chez les hétéros, ça devient de plus en plus physique aussi, et où il y a une recherche de domination à l'autre, quoi. Et, Si vous voulez, le point central de la phénoménologie de l'esprit, c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Oui. La dialectique du maître et de l'esclave, dans sa forme historique, à savoir, il y a un maître, il y a un esclave qui va au fond de la mine, qui extrait du minerai. Donc ça, c'est la forme historique économique classique première. Mais Hegel s'était servi de cette forme historique matérielle première pour voir que dans tout couple à la limite, il y a déjà cette tendance-là au niveau allégorique et cérébral. Donc, qu'est-ce qu'un couple? Un couple, c'est deux personnes. Mais ces deux personnes qui, étant donné que tout l'être générique de l'érotisme radical nous a été volé et nous a été voilé par le devenir du capital, c'est toute une dépossession qui doit se recomposer à travers les prismes de ce qui nous a été pris par celui qui nous l'a pris. L'histoire de l'humanité depuis le néolithique est devenue l'histoire de la domestication, l'histoire de la domination. Donc, la sexualité comme lieu de rencontre d'un être avec un autre être, elle a bien évidemment épousé dans la longue durée tous les paradigmes de la logique phénoménologique de l'aliénation sociale. Donc, on vit aujourd'hui le lieu majeur, on en parlait tout à l'heure, de la dépossession humaine, mais donc on vit le lieu majeur du mensonge de la tendresse absente qui se surorganise dans la dialectique du maître et de l'esclave. Mmh. Donc il y a toute une série de pantomimes affectives et sexuelles qui reproduisent la domination de la marchandise. Et c'est d'ailleurs pour ça que les corps deviennent des marchandises. Ouais. Mais après, le truc, c'est que
Mais le truc essentiel, c'est de vous poser la question, mais Guillaume, qu'est-ce que tu désires? Quelle est la vraie nature de votre désir profond en tant que satisfaction érotique radicale, indépendamment des colonisations mentales que le système met en nous? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir au sens générique? Qu'est-ce que vous désirez? Et à partir de là, une fois que vous avez positionné ce que vous désirez, sans censure, vous allez au bout de ce que vous désirez. Vous affirmez clairement, dans un regard clair de vous-même à vous-même, voilà, j'ai envie de ça. Ça, vraiment, c'est jouissif. Ça, c'est mon épanouissement. Et une fois que vous l'avez défini, vous l'écrémez. Vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui vient de moi, dans ma vraie biologie personnelle, choisie par moi, en conscience de certitude sensible, et qu'est-ce qui vient de tout le fatras idéologique que le système qui me colonise a mis en moi. Produire la ligne de démarcation. Où est Guillaume? Bah, de toute façon, s'il y a eu rupture des situations précédentes, je sais qu'il y a eu rupture parce que j'exigeais quelque chose d'authentique déjà. Et non pas juste avoir quelqu'un à côté de moi pour que ce soit décoratif et que ce soit juste, comment dire, compensatoire. Et ça l'était, hein, c'était de la sexualité médicamenteuse, quoi. C'est-à-dire, au moins, je suis pas seul, mais bon, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Alors, qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? C'est ce que ma patiente me disait. Qu'est-ce qui est pire? Elle me dit, je trouve que la relation sexuelle médicamenteuse, c'est pire que l'absence. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc, alors, si ça, vous l'avez pigé, alors, où est le problème derrière ça? Bah, c'est parfois en fait c'est pas continuel, hein, c'est des moments où il va y avoir des climats un peu descendants où il y a l'absence de quelqu'un à côté de soi pour justement réaliser le contact charnel, quoi. Enfin, plus que ça d'ailleurs, plus que ça, c'est-à-dire parce que quand on sait plus ce que c'est que de faire l'amour à quelqu'un, après, bah, au niveau mental, ça attaque un peu quand même, quoi. Oui, mais le fond des choses, c'est de poser la définition de qu'est-ce que faire l'amour. Est-ce que vous considérez, ça c'est une question importante, est-ce que vous considérez que vous avez déjà fait l'amour? Oui. Oui? Oui. Bon, alors si vous considérez que vous l'avez déjà fait, vous l'avez fait avec qui, comment, pourquoi, et pourquoi ça s'est arrêté? Parce que on va en revenir à l'étymologie. Je vous laisse répondre et puis après Bah, j'ai déjà fait l'amour plusieurs fois, mais avec 10 personnes différentes. Après, Oui, mais alors, en quoi est-ce de l'amour? bah parce que je le ressens, enfin, je sais pas, dans la manière de faire, je sentais que... Alors justement, là, il faut être hegelien. Qu'est-ce que l'amour? C'est pas ce que Guillaume imagine, c'est pas ce que Francis imagine, c'est pas ce que Lucien imagine, c'est pas ce que Catherine imagine. C'est une objectivité réelle qui est matricielle et qui fait signification de l'être générique. Alors comment on va la trouver, cette définition? Ben, on va la trouver, nous dit Hegel, comme pour toutes les définitions, par l'étymologie. L'étymologie, c'est la source première. C'est la source première de vie, c'est la source première de signification. Et l'étymologie, elle est la source première du primordial le plus originaire. Les chasseurs-cueilleurs, avant de parler, quand il y a eu le développement du langage, avec la transformation alimentaire, le passage à la viande cuite, qui a permis justement de libérer... Vous avez travaillé ça, non? Oui, oui. Ouais. Donc, c'est le passage à la viande cuite qui a libéré la mâchoire du bas, alors que le singe a une énorme mâchoire parce qu'il mange constamment de la plante crue. Le passage à la viande cuite a permis
à l'homme de rétrécir le poids de la mâchoire, donc d'alléger les muscles du bas, de produire un élargissement des muscles du haut, de développer le cortex, et en même temps que le développement du cortex se faisait, l'homme adoptait une position verticale qui a libéré le larynx. Donc l'homme s'est mis à pouvoir produire des sons. Mais quand les hommes se sont mis à pouvoir produire des sons, ils ne se sont pas mis autour d'un feu de bois, et ils n'ont pas fait une assemblée générale linguistique pour dire comment on va appeler ça, comment on va appeler ça, comment on va appeler ça. Ça a émergé dans une naturalité immanente. C'est pour ça d'ailleurs que le mot raison, le mot parole, le mot rationalité du monde, logos, est venu du mot cueillir. Comment est venu le mot amour? Le mot amour, il est venu de ce geste-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est monter. Si je fais ça, Je monte. Non. je monte, je grandis. Ouais. En indo-européen, la racine qui a donné amour, amor en latin, c'est A-M-R. Alors on ne sait pas comment il le prononce. On se doute que ça devait être un truc du style hammer. Donc les chasseurs-cueilleurs de la plaque euro-asiatique, quand ils ont commencé à bouger le geste, ils ont dit ça pour amour. Et ça, grandir, c'est devenu hammer qui a donné amour. Donc, ce qui définit substantiellement, dans la primordialité linguistique, l'acte de l'amour, c'est que c'est l'acte d'un grandir. Autrement dit, quand deux corps se rencontrent, ils se grandissent dans une dimension harmonique qui tend vers l'infini et qui fait qu'il y a un grandir, une fertilité infinie. Une fertilité infinie qui fait qu'il y a une authenticité indépassable. On va même jusqu'à dire que je t'aime à l'infini signifie si tu meurs, je meurs. D'accord. Ah ben oui, si je dis à quelqu'un je t'aime, je lui dis tu es dans ce grandir-là, le mouvement de mon essentialité. Si tu es le mouvement de mon essentialité, c'est que mon essence n'a plus d'essence hors de ton essentialité. Ça veut donc dire que c'est toi et pas un autre. Parce qu'il s'est créé une harmonie complémentaire, une dialectique d'implication réciproque qui fait que mon je devient impossible si ton tu cesse d'être possible. Donc, quand vous me dites j'ai vécu des relations d'amour, vous ne me dites pas j'ai vécu une relation de grandissement, de fertilité existentielle, qui rendait les choses indispensables, mais qui surtout produit la réalité de l'achevé. La rencontre d'amour, puisqu'elle est infinité, elle est production de l'inachevé permanent. C'est-à-dire que chaque jour, je grandis avec l'autre. Chaque seconde, je l'aime davantage. Quand un couple vient me voir là, et qu'ils me disent oh, au début c'était très beau, mais là maintenant ça fait 10 ans, on ne se supporte plus. Ils ont en 10 ans épuisé le stock. Mais s'ils ont épuisé le stock, c'est que ce n'est pas un stock d'infinité. C'est donc un stock de finité. Ça veut dire que c'est ce qu'on en discutait ce matin avec ma patiente, que au premier baiser, il y a pourtant toute la posture de l'échec terminal. Mais on ne le voit pas et on ne veut pas le voir. Parce que justement, on en revient à l'aletheia, le premier baiser est voilé. Au premier baiser, j'embrasse pas l'autre. J'embrasse le scénario pathologique de ma dépossession que j'ai mis sur l'autre. Ouais. Et pendant des mois, pendant des années, le scénario pathologique va se déstructurer. Et à la fin, on est tout nus tous les deux, et on se dit, merde, c'est donc ça. Mais c'était ça dès le début, mais on ne le voyait pas. Donc c'est pour ça que quand je vous pose la question, elle est importante. Je ne vous demande pas si vous avez eu des coïts, des copulations, des masturbations, des gesticulations. Je vous demande, est-ce que vous avez déjà eu une relation d'amour? Donc il faut définir ce qu'est la relation d'amour. Non, bah si c'est ça, ouais, non, je pense que j'en ai pas eu. Voilà. Alors déjà là, on a un meilleur départ. Comprenez ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Parce que le fétichisme de la marchandise, je le dis souvent, il faut comprendre.
Moi, j'avais un patient qui ne pouvait pas jouir s'il ne se masturbait pas sur la chaussure d'une femme. Mm. Même pas sur le pied, Sur la chaussure. sur la chaussure. Donc, il faut comprendre toute la dimension sexuelle qu'il y a dans le concept de fétichisme de la marchandise. Marx est un auteur intelligent qui s'adresse à des gens intelligents. Il a écrit les manuscrits de 44, et dans les manuscrits de 44, il a posé la question de l'être générique et de l'amour. Il dit l'amour est la relation la plus essentielle de l'homme à la femme. Bon, parce qu'il fait une critique de l'homosexualité. Mais bon, c'est pas gênant. L'amour est la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme. Et après, il dit, donc, c'est dans cette naturalité-là, la relation de l'homme à la femme. Bon, une fois qu'il a dit ça, les gens, il les considère comme intelligents, c'est à eux de creuser. Quand il arrive sur le Capital livre 1, et qu'il dit, la totalité de la vie humaine a été fétichisée par la marchandise qui s'est emparée de la totalité du monde, il ne va pas refaire un truc sur la forêt, la nature, le sexe, la cuisine, etc. Il considère que son lecteur est intelligent, et que le lecteur, il poursuit le chemin. Donc, quand il dit que le fétichisme de la marchandise est l'ordre du monde, il le dit bien évidemment pour nos éros tels qu'il les a posés dans les manuscrits de 44. Mmh. Donc, si vous voulez, mon patient qui avait besoin de la chaussure, c'est l'aspect le plus visible et disons le plus grotesque du fétichisme de la marchandise. Mais l'aspect le plus généralisé et le moins objectal, c'est les scénarios. Mmh. Je ne peux pas avoir de relation affective à quelqu'un s'il n'y a pas un scénario qui habille, travestit, vêtit, organise. Donc, on est en plein fétichisme. Et c'est le contraire, de la vérité amoureuse. Tout ce qui jadis était vérité amoureuse, des corps au corps, de la conscience à la conscience, est devenu représentation spectaculaire d'une relation corporelle qui est dénuée d'infinité. Mm. Il ne peut pas y avoir de relation d'amour vraie s'il n'y a pas incarnation, et l'incarnation vraie, non pas en le bout de viande, mais en le vrai corps, elle est infinité radicale. Mm. Donc il y a toute une redéfinition à positionner sur ce qu'est le corps, la conscience et l'amour. Ce que les gens aujourd'hui appellent l'amour, c'est un dévitalisé qui est à des années-lumière de l'étymologie et de la radicalité. Ça veut simplement dire, on est bien ensemble. Ouais, c'est ça. Vous aimez votre femme, ah oui, on est bien ensemble. Ça peut pas être ça. Ouais. Donc, quand vous discutez et que vous vous posez la question de j'ai plus personne depuis 1 an. Il faut d'abord poser, j'avais quoi avant? Pas grand-chose. Alors, j'avais pas grand-chose, et en plus, c'était mensonge. Mm. Là, j'ai plus rien, mais en plus, j'ai la faculté incroyable qu'il n'y ait plus jamais mensonge. Mm. Ouais, mais après, ça pose la question, comme je vous écrivais hier, la question de l'angoisse de ne rien vivre dans cette vie-là, quoi. Alors, vous avez l'angoisse parce que votre corps ne vous appartient pas. Si votre corps vous appartenait et que vous en aviez la ferme assurance, vous n'auriez pas l'angoisse de l'expertise régulière. Ouais. Comme votre corps vous est absent à vous-même, vous vous dites, merde, il n'est pas là. Mm. Donc, il faut, si vous voulez, c'est ce qu'on faisait ce matin avec ma patiente sur le côté pathologique du toucher. Ouais. C'est pas le toucher de l'autre qui donne à mon corps sa signifiance. Mon corps a une signifiance en lui-même, que je me touche tout seul ou que je sois touché par personne, parce qu'il est là comme une étendue physique historique et radicalement présente à elle-même. Mmh. L'autre ne fait que confirmer dans une expérience de réciprocité le dialogue de ces deux étendues. Mais si effectivement je n'ai pas confiance et que je n'ai pas conscience de mon corps, j'ai constamment l'angoisse d'une absence d'existence. Mmh. Il faut donc que quelqu'un me tripote pour me rassurer sur le fait que j'ai bien une étendue. Ouais, ça c'est intéressant ce que vous dites parce que souvent justement
Quand on est en soirée avec des amis, bon, on a bu quelques verres de vin et je vais toujours avoir tendance à vouloir faire des câlins aux uns et aux autres pour me rassurer, quoi. Si vous voulez, on reprend l'émotionnalité première de l'enfant dans sa chambre, qui, quand son père et sa mère lui ont fait une bise, lui laisse un petit ours. Hmm. L'ours est le truchement de l'absence de la peau du père et de la mère qui ne sont plus là. Hmm. Sauf que vous avez un corps adulte, vous n'avez plus un corps d'enfant, et le corps adulte, il doit devenir le corps du pour soi. Hmm. Vous, vous êtes encore une existence dans le vide. Ouais. Donc il vous faut le filet corporel, des raccrochés, parce que sans ça, vous tombez dans la béance. Ouais, ouais. Ben, Mais tant que vous aurez ça, vous êtes condamné à avoir des expériences sexuelles catastrophiques. Parce que vous donnez à l'expérience sexuelle un objet qui n'est pas le sien. L'expérience sexuelle n'est pas ce qui vous prouve que vous existez. Elle est ce qui confirme la preuve de votre existence préalable. Je ne peux pas aller rencontrer l'expérience érotique pour me prouver que j'existe. J'y vais pour accomplir quelque chose qui existe. Mais si j'y vais pour chercher ce qui n'existerait pas, je vais me prendre systématiquement un gadin parce que je vais être absorbé par l'autre. hmm. Mais justement, je lisais un peu, je suis allé sur le blog de Jacques Kamat. Bon, il écrit des trucs qui sont un peu psychologiques aujourd'hui, mais Ah bah, si vous voulez, invariance première série, c'est pas mal. Invariance deuxième série, ça commence à déjanter. Et puis alors après, je sombre dans le mysticisme onaniste. ouais, 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 c'est vrai. Mais il écrit des choses qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire que il a fait un glossaire avec tout, je sais pas si vous l'avez lu ça. Il a, Il y a longtemps, il je a m'en fait un rappelle. glossaire avec des mots genre qu'est-ce que la présence, qu'est-ce que l'ontologie, etc. Et il parlait du mot porter. Et il dit il faut porter le bébé, mais en fait, en lisant ça, j'ai pas eu juste l'impression qu'il parlait du bébé, mais qu'il parlait aussi du fait qu'on est nous-mêmes des enfants, qu'il faut qu'on se porte en permanence pour devenir adulte, en fait, parce qu'on ne l'est pas. Oui, mais si vous voulez, on peut pas devenir adulte par une mécanique comportementale. C'est pas il faut que. On devient adulte parce qu'à un moment donné, de la même manière qu'on aura le coup de foudre de l'autre, on a le coup de foudre du vivant. Hmm. Si je vous dis, est-ce que vous avez déjà eu un coup de foudre? Bah, visuel, oui, mais Oui, mais alors un coup de foudre visuel qui a débouché sur quoi? bah, sur de la consommation narcissique. Donc c'est pas un coup de foudre, parce que la foudre, c'est Zeus, c'est la lumière infinie du monde, c'est Théos. Ouais. Donc, je suppose que si vous voulez trouver un jour un chemin d'amour, c'est pour un véritable coup de foudre radical, c'est pour une gigantesque et belle histoire, c'est pas pour une petite historiette lamentable. Ouais, ça c'est sûr. Donc, si vous voulez ça, il faut comprendre que la foudre appelle la foudre. Et le néant appelle le néant. Le médiocre appelle le médiocre. Donc, si vous voulez le coup de foudre, c'est pas un caddie qui passe dans les galeries marchandes et qui est ravi par le bel objet. Hmm. Le coup de foudre, c'est l'énergie d'un homme qui rencontre un autre homme ou d'un homme qui rencontre une femme et qui produit le théos, la foudre, c'est-à-dire le souffle infini du divin, de ce jour infini de la création radicale. Hmm. Donc, c'est ce que je disais à ma patiente, elle veut le grand amour avec un homme merveilleux. Elle aura le grand amour avec un homme merveilleux quand elle sera devenue elle-même la femme merveilleuse qui aura accouché de sa substance. Il nous arrive ce qui nous ressemble. Il nous arrive ce qui nous ressemble. Ouais. Tant que je ne suis pas l'assemblage générique de ma vraie puissance,
je suis condamné à ne pas être une puissance. Je ne vais donc rencontrer que des impuissances existentielles. Pour que je rencontre quelqu'un de merveilleux qui va enfin me donner le souffle du merveilleux, il faut que je sois moi-même dans ce coup de foudre personnel et préalable où j'ai produit la vigueur de foudre de mon énergie historique. Mmh. Et c'est parce que j'ai ça que je vais rencontrer ça en complémentarité. Les nuls vont avec les nuls. Mmh. Et ça c'est la dialectique, justement, des ensembles correspondants. Donc, si vous voulez réellement un jour avoir une véritable expérience amoureuse de conscience, de corps, de volupté, de tendresse, vous devez être vous-même dans un ajustement intérieur qui correspond à cette nécessité parce que vous la réalisez déjà dans votre singularité. Mmh. Et vous ne pouvez la réaliser dans votre singularité que si effectivement vous vous mettez en retrait du champ de la consommation aliénatoire, puisque c'est un retrait qui doit poser l'anti-consommation et l'anti-aliénation. De la même manière que j'ai plein de gens qui, à un degré historique de compréhension, me disent « mais je ne peux plus parler avec ma mère, je ne peux plus parler avec mon père, je ne peux plus parler avec ma soeur, les copains de boulot c'est nul ». Je me retrouve tout seul parce que pour parler et creuser la réalité du mensonge du monde, je suis obligé de larguer plein de gens avec qui je paume mon temps parce qu'ils sont totalement bouffés par ce monde-là. Il y a donc quelque part cette fameuse cure de solitude énergétique où l'histoire se réapproprie la vérité contre les grands mensonges collectifs. Ce qui se passe au niveau du comprendre historiquement le monde se passe exactement de la même manière dans la compréhension sexuelle de l'histoire sexuelle du monde et de nos besoins sexuels. Mmh. Je dois franchir une frontière. Je dois me démarquer de la pesanteur domesticatoire du monde. Donc, ce que je fais en histoire géostratégique, je le fais aussi en histoire géobiologique de nos sexualités. Mmh. Après, justement, effectivement, je sais qu'il faut que je laisse le passé devenir le passé. Parce que j'ai toujours tendance à... Il ne faut pas laisser le passé devenir le passé, il faut le tuer. Rappelez-vous le passage avec Chris, quand nous avons expliqué le fragment de Parménide sur l'arc. Mmh. Vous êtes un arc parce que vous êtes une vie. Et vous êtes une vie parce que vous vibrez. Vous n'êtes pas un paquet inerte posé là. Vous êtes la tension de l'arc qui va décocher la flèche. Mais quel est le lieu majeur où la flèche doit être décochée? Elle doit être décochée en vous, dans le donné initial de la servitude. Vous devez tuer le passé. Vous ne devez pas simplement tourner la page, vous devez le brûler. Vous devez le détruire. Mais ça veut dire quoi le brûler, en fait? Ben, ça veut dire que si vous allez au bout de vous-même, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout ou rien. Il n'y a pas de relation sexuelle moyenne. Il n'y a pas de position politique moyenne. C'est le problème de Rosa Luxembourg, réforme ou révolution. C'est le problème de tout ou rien qu'on retrouve chez Hegel. Entre l'amour vrai qui est le tout et le néant qui est le rien, il n'y a pas d'espace. Ce que vous avez vécu dans le passé, c'est sublime ou c'est de la merde. Mais il n'y a pas de zone intermédiaire. Ah bah non, non. Non, il n'y a pas de zone intermédiaire, si vous voulez, je suis complètement d'accord. Il y a des scénarios pathologiques par lesquels on croit et on veut croire qu'il y a des trucs intermédiaires. Mais ça n'existe pas. Bah, de toute façon, je ne suis pas dans une appréciation où je cherche l'intermédiaire. Mais, si vous voulez, je sais que j'ai vécu de la merde absolue. Mais pas vous. Faut surtout vous déculpabiliser. Il faut surtout dire c'est pas Guillaume. C'est Guillaume colonisé par la marchandise. Ouais. Mais si vous voulez... Parce que après, si vous vous dévalorisez, vous allez réactiver l'angoisse qui va vous y faire retomber. Ouais. Mais si vous voulez, alors je condamne le passé et je le jette aussi, mais j'ai été tellement écrasé par tout ce que j'ai pu ressentir dans les expériences passées que tout ce que je construis aujourd'hui devient une mécanique où je me renforce de connaissances, etc. Mais au cas où ça me réarriverait pour pouvoir écraser l'autre si ça me revient, quoi.
Et donc, c'est pas une logique très agréable parce que j'ai l'impression que des fois, je suis un peu sur le même terrain, mais à l'envers, quoi. Oui, C'est-à-dire, mais parce que si vous n'êtes pas arrivé, vous n'êtes pas arrivé à avec un patient, je fais un travail sur la claire certitude de la certitude de soi-même. La claire certitude de la certitude de soi-même. C'est pas simplement la claire certitude de soi-même. C'est quelque chose de beaucoup plus compréhensif qui aboutit à cette circularité accomplie de l'en-soi au pour-soi et du pour-soi revenu à soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on doit atteindre cette immanence où il n'y a plus aucune question. Parce que tout va de soi. Tant que vous vous posez des questions, tant que vous vous posez dans le champ des mécaniques cérébrales, des questions et des réponses, ça indique que vous n'êtes pas encore arrivé à l'advenir. Il y a des hésitations, il y a même très probablement des risques, des dangers de retour en arrière. Il y a par moments des séquences où on peut se dire qu'on pourrait rebasculer. non, j'ai pas peur de rebasculer, mais j'ai peur de devenir enfin, c'est en train de partir. Je le sens aussi que j'ai beaucoup moins. Mais je sais que pendant une période, ça a été des prétentions narcissiques pour écraser ceux qui m'ont écrasé, quoi. Oui, mais alors le problème, si vous voulez, quelqu'un qui vous a écrasé et qui représente quelque part le satanisme de la marchandise, il est bon de l'écraser, mais non pas dans une dimension narcissique, justement de le faire dans une dimension anti-narcissique. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas une revanche sur le même territoire, c'est une explosion du territoire. Mmh. Ouais, mais enfin, si vous voulez, je sens que des fois, il y a encore la colère parce que je me dis, mais si un jour je me retrouve face à une situation pas similaire, mais si on veut me faire croire que je saurais me défendre. Mais du coup, je vais peut-être avoir tendance à vouloir, enfin, à ce qu'il y ait une dimension de revanche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, précisez-moi, parce que je ne comprends pas le truc entre hier et demain, parce que s'il y a une césure, demain ne peut pas être hier. Ouais. Mais si vous voulez, des fois, je réfléchis au. Je vous ai dit, j'ai vécu avec un psychologue qui m'a psychologisé, et qui a essayé de me Vous avez mettre. vécu avec un marteau. Ouais, Vous étiez en entreprise pénitentiaire. ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, vu que j'ai pu renverser toutes ces choses-là pour comprendre que c'était de la merde absolue et que j'étais absolument pas coupable de toutes ces choses-là, parfois je revis des scénarios où j'ai été écrasé et dans ma tête, en fait, je lui réponds et c'est moi qui domine, quoi. Mais si vous voulez, quand on dit détruire le passé, ça ne veut pas détruire la mémoire du passé. Hmm. Détruire le passé, c'est détruire ce qui, dans cette mémoire, pourrait reproduire ou maintenir les sujétions ou les assujettissements. Hmm. Si vous revoyez des scènes que vous avez vécues et que dans le parler à vous-même, vous les recomposez pour vous montrer à vous-même qu'aujourd'hui, vous ne tomberiez pas dans ces pièges-là parce que vous avez une claire vision méthodologique des impostures du discours de l'autre. Hmm. C'est bien, c'est pas narcissique, ça c'est méthodologique. D'accord. Ok. Par contre, où ça doit être important, c'est que ça doit vous amener à complètement bousculer le territoire qui a produit ces trucs-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous devez atteindre une véritable assurance de vous-même qui fait que plus jamais vous ne mettrez le doigt dans un engrenage de ce type, parce que vous avez le pif, et que vous savez qu'aujourd'hui, puisque toutes les relations sociales sont des représentations et des spectacles de simulacres, la chose la plus importante, c'est mais comment ai-je pu accepter tout ça sans m'en rendre compte? Maintenant, je le sais. Hmm. Et c'est précisément parce que je le sais d'une manière historique et pas d'un point de vue subjectiviste narcissique
que ça fait partie d'un combat ontologique contre le mensonge du monde. Ce qui m'est arrivé, ce qui vous est arrivé, c'est pas simplement une déchetterie matrimoniale. C'est la preuve vivante que le fétichisme de la marchandise incarné nous réduit tous à l'état de marchandise. C'est donc un enseignement historique. Ce n'est pas un problème de couple. Le couple n'est que la forme finale de l'incarnation aliénatoire du processus. Mais ce que vous avez rencontré là, dans cette expérience où vous étiez sous domination, c'est précisément le fétichisme de la marchandise. Ouais, bien sûr. Mais et dans l'état où vous étiez, vous ne pouviez pas y échapper, puisque vous étiez à l'étayer, c'est-à-dire totalement voilé à vous-même, dans ce vaste mouvement de stupidité aliénatoire qui fait qu'on ne comprend rien. Ouais, ouais. Mais justement, en fait, quand je repense à ça, justement, c'est exactement ce que vous dites. Je me dis, mais comment j'ai pu me laisser bouffer à ce point-là, quoi. Bien sûr. Je vous ai raconté l'histoire de ma patiente qui s'est fait faire un enfant au bureau, sur la table, sur le bureau en 10 minutes par un collègue qu'elle n'aime pas. Ouais, vous m'avez... Au boulot, parce que elle a été prise dans un jeu fétichiste aliénatoire de faire valoir. Elle s'est dit, bah, si je fais ça, finalement, je me prouve que je plais. Ouais. Mais c'est à ça que le système nous réduit. Ouais, bien sûr. Si vous voulez, elle n'a pas plus vécu ça que vous, par joie consciente. Vous avez vécu ça par joie absente. Ouais. Ok. Non, mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus clair. Après, est-ce qu'il y a Le des... problème, si vous voulez, c'est que bon, moi je vois les corps dans l'espace. Le corps dans l'espace est un langage. Je vous vois dans l'espace. Je vois qu'il y a toujours une disjonction entre la conscience du corps et le corps de la conscience. La conscience est un corps, c'est un corpus. Et il y a toujours une dichotomie entre votre corps et votre conscience, parce que vous n'avez pas acquis la vraie confiance de vous. Il y a encore des résidus d'angoisse et d'incertitude qui vous polluent. Ouais. Donc, il faut trouver le cheminement qui fait qu'à un moment donné, Guillaume va pouvoir être le cartographe de sa géographie aliénatoire. Vous allez pouvoir établir la carte précise des territoires où le problème est encore posé dans votre rapport à vous-même et dans votre rapport à l'altérité. Quelles sont les zones que l'on pourrait définir comme ces ensembles flous où je ne suis pas encore moi-même tout en essayant de l'être et où là, je suis en danger de fragilité encore perdurante. Oui, donc si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, je prends souvent cet exemple, l'anticommunisme vit du communisme. Les poilus dans la tranchée, ils se battent pour un front impérialiste qui va produire une hécatombe capitaliste. Mais on ne peut les mobiliser dans la tranchée pour aller tuer les autres et pour résoudre la crise du capital que parce qu'il y a une aspiration communautaire qui, dans le bataillon, va créer une fraternité. Il y a, alors que la guerre est la chose la plus abominable et que la tranchée de 14 est le moment le plus anticommuniste du moment qui produit la boucherie capitaliste, une aspiration communautaire qui existe et qui fait la solidarité du régiment. Le porno, c'est la même chose. C'est l'acte le plus abominable de la mécanisation sexuelle télématisée, mais qui part éventuellement de la beauté d'un corps, de la beauté d'une fesse ou de la beauté d'un sexe. Donc, il faut récuser le fétichisme de la marchandise, mais pas d'une manière débile, en disant « Oh, c'est pas beau, la guerre c'est vilain, le porno c'est pas propre ». Il faut comprendre que le système nous tient, parce que la base à partir duquel il construit son fétichisme est bien réelle. Il y avait dans ces soldats qui partaient mourir et tuer une vraie chaleur humaine. D'accord. Il y a, quand vous regardez un porno, même le plus lamentable, une part, parce que le capital ne peut pas tout confisquer, il y a une part, même dans le glauque le plus glauque de ce que vous regardez, une part
d'humanité qui, si elle était renversée dialectiquement, pourrait être belle. C'est comme ça qu'on est tenu. Mmh. Est-ce que vous comprenez ce Ouais, truc-là? je vois bien, ouais. Mmh. Et il est là le piège. Les mecs revenaient de la guerre de 14-18, les associations d'anciens combattants. Alors les associations d'anciens combattants, aujourd'hui, quand on dit association d'anciens combattants, on croit que c'est des mecs qui ont 90 berges. Mais les associations d'anciens combattants en 1920, c'est des jeunes hommes de 20 ans. Mmh. Ils viennent de sortir de la guerre. Une association comme l'ANRAC, les anciens combattants, c'est 1 million d'hommes de 20 ans. Mmh. Et eux, ils ont vécu la plus belle époque de leur vie malgré l'horreur. Parce qu'ils ont une fraternité dans la tranchée qu'ils ne vont même pas retrouver dans la vie civile. Quelque part, le mec qui est sur un truc porno, malgré l'abomination aliénatoire du fétichisme de la marchandise des corps, il a une pause. Il a une pause par rapport à l'horreur du monde. Même si ce qu'il regarde est lamentable, même si les gens qui sont là-dedans sont achetés, mécanisés, prostitués, lui, il a une part de rêve qui part de là. Mmh. Ouais, c'est sûr. Donc il faut toujours comprendre la dialectique du contradictoire qui s'incarne dans la totalité des matérialités objectives du capital. La reproduction du capital est faite de la vampirisation par laquelle le capital suce ce qu'il y a en nous d'anticapital. D'accord. Ouais. Donc du coup, ouais, il faut se déculpabiliser vis-à-vis de ça. Mais il faut se déculpabiliser vis-à-vis de tout. Mmh. On n'est ni des anges ni des dieux. Donc nous sommes par essence des imparfaits. Et tant que la communauté humaine émancipée n'a pas tué le fétichisme de la marchandise, il nous touche partout. Ah ben j'aime manger bio, j'aime manger bio. Puis l'autre jour je suis feignant, j'ai pris des tomates pas bio. C'est autre chose. Mais ça veut dire que ma conscience radicale est constamment prise en défaut par le flux infini des aliénations de la reproduction du quotidien, sur des petites choses, sur des moyennes choses, sur des grandes choses. Mmh, d'accord. Non, mais je crois qu'en fait, j'ai tendance à me culpabiliser pour des choses qui n'ont pas réellement de... Enfin, c'est pas si important Non, que mais ça, s'il en vous plaît, fait. la culpabilisation, c'est un terrain de lâcheté et de fainéantise. Étant donné que vous n'arrivez pas à prendre le taureau par les cornes dans la centralité explosive de la redéfinition, il est facile de se culpabiliser parce que c'est finalement une lâcheté qui permet de ne pas aller plus vite et plus fort. Ouais, alors là, je pense que vous avez dit le, la phrase exacte à laquelle il faut que je réfléchisse beaucoup. Je crois que c'est la phrase qui me caractérise le mieux en ce moment, Laquelle? au niveau de la lâcheté. Ben oui, parce que si vous voulez, l'acte de conscience radicale, c'est la continuité. Mm. Hegel oppose toujours le discontinu au continu. La conscience radicale est une continuité infinie qui jamais ne s'arrête. Mm. Quand ma fille me disait, bon, on va pas se prendre la tête tout le temps, la conscience radicale, c'est pas une prise de tête, c'est une jouissance. Ouais, ouais. Les gens qui croient que penser à l'universel en permanence, ça prend la tête, ils n'ont pas compris que dans la pensée de l'universel, il y a la jouissance. Ils ont une définition de la pensée qui est cérébrale. Le penser n'est pas cérébral, il est corporel, il est sensuel, il est érotique. Il n'y a pas de séparation entre la conscience historique radicale la plus subversive et l'acte de tendresse par lequel je fais l'amour à ma compagne. Mais si vous voulez, le fond des choses, c'est l'opposition radicale entre spectacle critique et critique du spectacle. C'est au moment où vous serez tout entier dans la radicalité de la critique du spectacle que vous retrouverez votre vrai corps, que vous retrouverez votre vraie conscience et qu'il n'y aura plus du tout justement la posture du spectacle critique. Et c'est à ce moment-là que cesse l'inquiétude, l'anxiété et l'angoisse,
parce qu'on est dans une continuité qui nous rend inébranlables. La formule de Pierre, Pierre tu es ce roc, Pierre tu es impénétrable, Pierre tu es inflexible, Petra, c'est la pétrification positive. Il faut vous pétrifier positivement au sens où à un moment donné, vous devenez inaltérable. Plus rien ne peut modifier votre marche, votre démarche et votre cheminement. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est plus difficile, mais c'est fini. J'ai projeté ma destination. Et j'ai projeté ma destination dans une destination de radicalité extrême qui ne pourra jamais être déviée. Et là, j'ai la compréhension de ce qu'est la vraie jouissance. Qu'est-ce que le vrai jouir? Si vous voulez, tout se tient. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux est faux. Et tout le vrai est dans le vrai. Ma vraie conscience est une vraie jouissance. Ma vraie jouissance est une vraie continuité. Ma vraie continuité est une vérité d'antiposture. Tout se tient dans une vérité où l'harmonie globale est posée. Il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de doute. Je suis cette matrice clairement définie. Et là, le problème de l'exigence d'une sexualité authentique dans sa dignité radicale est posé. Je n'ai plus le moindre mouvement de compromission possible avec la prostitution universelle des corps tel que le capital la met en relief, et mon besoin biologique ne peut s'affirmer et s'épanouir que dans la conscience d'une relation historique où l'autre et moi-même sommes effectivement en amour, en grandissement. D'accord. Ok. Mais le grandir, si vous voulez, il vient de l'autre et de vous. Et le problème, c'est qu'il faut que vous arriviez, et je le dis à tous mes patients, et je vous le dis parce que je vois que vous n'y arrivez pas encore, il faut vous aimer. Mais vous aimer en vérité de l'être, pas vous aimer narcissiquement en spectacle. Ouais. Il faut arriver à vous estimer. Il faut arriver à vous aimer ontologiquement contre tous les spectacles de présentation frauduleuse. Donc il faut arriver à trouver la richesse de Guillaume et l'apprécier à sa juste dimension. Quand Guillaume va trouver à sa juste dimension la richesse réelle de son exister, il n'aura plus besoin de masque, de spectacle, de posture, de gymnastique. Ouais. Non mais c'est... Il faut vouloir le vouloir. Il faut vouloir le vouloir. Il ne faut pas simplement le vouloir dans la discontinuité. Il faut vouloir le vouloir dans la continuité dialectique, c'est-à-dire qu'il faut accomplir la phénoménologie complète de l'esprit. La phénoménologie de l'esprit de Hegel, ce n'est pas un bouquin, c'est la phénoménologie du savoir de notre expérience enfin accomplie, dans la claire certitude de la certitude d'elle-même, contre tous les spectacles de rassurance qui viennent casser la béance de l'éros impuissant. Il faut vous dire que toutes ces gesticulations sexuelles que vous voyez sur le site porno, que vous rencontrez dans des clubs machin, c'est le théâtre d'impuissance. C'est l'impuissance absolue. Ouais, c'est le phénomène. C'est le phénomène. Et c'est surtout l'antitendresse. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les sites porno parce que je trouve ça passionnant, parce qu'on a justement l'expression parfaite du fétichisme de la marchandise. Les revues érotiques ou pornographiques du début du siècle, c'était des totalités. Il y avait des photos avec des hommes ou des femmes nues. Maintenant, quand vous entrez sur un site pornographique, j'ai le découpé aliénatoire du monde. J'ai sexe, j'ai fesses, j'ai seins, j'ai chaussures, j'ai soutien-gorge. C'est-à-dire que le capital a décomposé le corps de toute totalité organique pour en faire des attributs supports de la marchandise. Oui, tout à fait. Alors je ne sais pas sur quel site vous allez, mais regardez bien. La prochaine fois que vous irez, si vous y allez, faites une analyse de la phénoménologie de l'esprit sur le site. Sur un site porno, on parle de tout sauf de sexe. Il n'y a pas de sexe. Ça a l'apparence du sursexualisé, mais c'est profondément sous-sexualisé. C'est des tiroirs fétiches. Et c'est pareil sur les sites homosexuels ou hétérosexuels. On a découpé le corps en pulsion, en fétichisation, en support, en scénario. Le capital vend
le corps découpé en attributs aliénatoires du fétichisme de la marchandise. Et toutes ces parties-là, qui sont reliées par le film ou par l'image, sont l'expression justement de la valorisation, dévalorisation, qui positionne le mode de production aliénatoire. Il y a un site porno, mais crie la déchéance du monde. Il faut l'analyser du point de vue de la phénoménologie de l'esprit. Ça vous est jamais venu à l'idée, ça? Ah bah non, maintenant que vous le dites, je visualise bien, ouais. C'est Hegel ne connaissait pas ça. Mais si vous lisez la phénoménologie de l'esprit et que vous visitez un site porno, je l'ai d'ailleurs mis, moi, dans l'aide contre l'avoir, parce que j'avais plusieurs patients qui étaient accros de ça, mais depuis des années, je me suis dit, bon, il faut que je fasse un travail synthétique là-dessus, il faut que je comprenne comment le fétichisme de la marchandise est là-dessus. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est les entrées. Vous avez le corps découpé aux mille aspérités de la fétichisation. Ouais. Je peux trouver chaussures, harnais, chaînes, pinces, soutien-gorge, slip, bas, chaussettes. C'est-à-dire que tout le travestir de ce dont nous parlions tout à l'heure sur la Leteia est là. Et alors, ce qui est fantastique, c'est que, bien évidemment, les constructeurs de sites porno n'ont aucune compréhension du fétichisme de la marchandise, et ils n'ont pas lu Hegel. Mais dans la spontanéité aliénatoire du capital, tous les concepteurs de sites porno valident la société du spectacle et la phénoménologie de l'esprit en mettant le séparé. La formule clé de Marx, qui est reprise par Debord et qui vient de Hegel, c'est le séparé. Le site pornographique a un corps anti-unitaire. C'est un corps du séparé à l'infini. Ça vous a jamais frappé, ça? Ah bah si, maintenant, mais... Enfin, déjà, je voyais bien comment les sites porno étaient construits, c'est-à-dire effectivement par catégorie fétiche, mais... C'est incroyable. Ouais, c'est clairement... Mais... Alors que si vous allez sur les quais, et que vous feuilletez des revues pornographiques du début du siècle, il n'y a pas des photos qui partent du pied, des photos qui partent de la fesse, des photos qui partent du soutien-gorge, qui partent du corset. On part du corps en son entier. C'est-à-dire qu'on est encore en domination réelle inférieure. Le capital n'a pas encore accompli le découpé infini. Et le site porno de la démocratie pure du capital, c'est-à-dire la domination réellement achevée, c'est la coupure totalement réalisée des corps par segments fétiches. On est au bout de l'aliénation réalisée. Ouais. Et ça me fait penser à un discours à une discussion qu'on avait sur Raouf et Boom, parce qu'il y a un des camarades qui a mis une vidéo sur la vie de Michel Clouscar et sur ses travaux. Ouais. Puisqu'il a travaillé sur comment ça s'appelle enfin bref, il a parlé de la sexualisation, capitalisme du désir ou je sais plus quoi. Et il voudrait concilier Clouscar et Debord. Alors moi j'ai pas lu Clouscar. Ça n'a rien à voir, c'est complètement contradictoire. Clouscar, c'est une merde. C'est un compagnon de route. Mais non, c'est un compagnon de route des staliniens. Toute sa vie, il a été compagnon de route du PC. Et à un moment donné, les théories de Debord circulaient partout. Donc Clouscar a repompé de manière indirecte. Mais il n'y a rien de Clouscar qui soit intéressant. Clouscar, il vous dit que le capital s'est fait sexe, c'est déjà chez Debord, c'est déjà chez Marx, et il dit aux gens après, votez PC contre le capitalisme monopoliste d'État. Et il voit absolument pas que c'est la marchandise. Pour lui, c'est l'ultralibéralisme. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au fur et à mesure que la critique radicale se développe, le capital est obligé de la circonscrire. Donc le capital suscite des appareils de gauche qui la récupèrent pour la dévitaliser. Vous prenez Debord, c'est l'absolue radicalité qui abolit la marchandise. Vous prenez Clouscar, il soutenait le PC pour nationaliser les banques. Ouais. Mais c'est pas par hasard. Parce que derrière la formulation
du capitalisme de la séduction chez Kluskar, Ouais, voilà. il n'y a aucune radicalité subversive. C'est une formule qui est prise comme ça, mais qui ne débouche absolument pas sur la radicalité anti-marchandise. Au contraire, il voudrait une marchandise sexuelle humanisée. Ouais. Mais de toute façon, vu qu'on parlait de la sexualité, là, le capitalisme de la séduction, c'est le fétichisme de la marchandise, tout simplement. Et oui, donc si vous voulez, il faut récuser, et c'est pour ça que là, moi, j'apprécie énormément Bordiga, au-delà de ses... Parce que Bordiga est resté un partitiste-léniniste fou. Mm. Il a été incapable de comprendre que le capitalisme d'État stalinien était contenu dans le bolchevisme. Il a toujours défendu le bolchevisme. Mais sur la critique radicale de la marchandisation, Bordiga a compris que toutes les novations sont de la merde. C'est-à-dire que tout est dans Marx, et Debord est intéressant uniquement parce qu'il a repris Marx dans le fétichisme de la marchandise, alors même qu'il n'a rien compris à la crise. Debord n'a strictement rien compris à la crise, il n'y a pas un texte de Debord sur la crise. Il n'a pas compris que la conscience fausse, elle s'effondrerait parce qu'il y aurait une crise cataclysmique du mode de production capitaliste. Quand vous lisez La Société du spectacle, il n'y a rien sur la baisse du taux de profit, il y a peut-être une formule, mais qui dit rien. Donc, mais par contre, toute la puissance de Debord, elle vient de cette compréhension du fétichisme de la marchandise. Mais ce que disait Bordiga, et il a raison, le projet communiste a jailli dans sa radicalité absolue entre 1840 et 1870. Tout a été dit. Tout a été dit. Alors quand on voit un pingouin stalinien comme Kluskar venir à l'émission de Pivot pour critiquer le libéralisme, et au moment même où il y a les pays staliniens, qui défend, je veux dire, à la poubelle, si vous voulez, c'est nul à chier. Alors, il y a deux, trois trucs que Kluskar dit qui sont repompés dans les manuscrits de 44, c'est pas inintéressant, mais par rapport à Debord, c'est nul. Un mec qui comprend pas qu'il y a une radicale opposition entre la subversion de Debord et le capitalisme étatique de Kluskar, c'est navrant. Mais le problème, si vous voulez, c'est que les gens n'ont pas de culture radicale. Les gens, ils arrivent avec une pince à épiler, et puis ils prennent un ou deux bouquins. Oh, Kluskar, oh, c'est pas mal ça. Mais, la culture radicale, c'est pas la pince à épiler qui prend deux, trois bouquins. C'est une trajectoire historique radicale qui comprend l'objectivité historique. Donc, quand on dit Marx a tout dit, il a réellement tout dit. Donc, les falsificateurs staliniens, le marxisme universitaire, c'est de la merde. Le marxisme universitaire, les falsificateurs staliniens, c'est l'antithèse radicale des manuscrits de 44 et du Capital. D'accord. Bon, Mais là encore, il faut avoir une vision dialectique, il faut faire la différence entre l'écorce et le noyau. La plupart des gens, ils ont vu l'émission de Kluskar à apostrophe, et par rapport aux abrutis qu'il y a de l'autre côté, Kluskar, il joue bien son mensonge. Mais les gens, ils regardent ça, ils ne se rappellent pas qu'à l'époque, il est au PC, le capitalisme d'État soviétique est en pleine flamboyance, et Kluskar, c'est un compagnon d'autre, c'est un porteur de valise du stalinisme. Ouais, d'accord. D'ailleurs, il est aujourd'hui édité par Delga, qui est une maison totalement staliniste. Ah, d'accord. Ah, je savais pas ça.